Bienvenue dans le programme Temps de science et dans le deuxième épisode de l'interview avec le physicien Simone Baroni, dans lequel nous parlons de la façon dont le temps ralentit près des objets avec masse et du lien entre la gravité et l'espace-temps. Bienvenue Simone. Merci à vous pour l'invitation. Et si on commence par un résumé de ce que nous avons appris dans le premier épisode? Certainement. Salut. Je vais résumer ce que nous avons dit dans l'épisode précédent et je te présente le plan d'aujourd'hui. Comme nous l'avons vu, en 1905, 3 énigmes ont saisi les scientifiques. Il y avait un mystère, un conflit et 2 absurdités logiques. Le mystère était celui de l'origine de la gravité. Newton avait révélé comment la force de gravité changeait avec la distance et la masse, mais il avait lui-même laissé à la postérité le soin d'en découvrir l'origine. Le conflit est celui entre la gravitation de Newton et la relativité restreinte. En fait, alors que la théorie de Newton prédit une force gravitationnelle agissant à distance à une vitesse infinie, la relativité restreinte nous dit qu'il existe une limite supérieure à la vitesse de tout signal. Cette limite est celle de la vitesse de la lumière. Enfin, l'énigme la plus importante est l'énigme de la relativité générale. Nous avons vu comment la relativité restreinte était basée sur le principe de relativité, qui était basé sur le concept du système inertiel, mais que ce dernier contenait 2 absurdités logiques liées à un cercle logique vicieux et au concept de mouvement absolu. Le plan d'Einstein était précisément d'éliminer, d'éradiquer ces absurdités et de créer une théorie plus générale. En particulier, Einstein cherchait une théorie qui refléterait la symétrie des lois de la nature, c'est-à-dire un système dans lequel tout observateur, même en mouvement accéléré, pourrait décrire les lois de la nature de la même forme. Grâce à la belle expérience mentale de l'ascenseur tiré par une corde et au célèbre indice négligé depuis 490, Einstein a ensuite formulé le principe d'équivalence. Tu te souviens? Grâce auquel il a compris que la gravité est l'ingrédient qui permet de construire la clé pour déverrouiller l'énigme numéro 3 et même pour déverrouiller les 2 autres énigmes en une seule fois. Et nous étions arrivés aussi loin dans l'enquête d'Einstein. Exactement. Aujourd'hui, nous découvrons donc comment Einstein construit la clé des 3 énigmes en utilisant une autre expérience mentale ingénieuse. C'est une clé basée sur une nouvelle théorie de la gravité. Et c'est ici que nous comprendrons pourquoi le temps ralentit près des masses. Et pas seulement ça, nous comprendrons également pourquoi l'espace se courbe près des masses. Et dans le 3e et dernier épisode, nous profiterons des résultats que la nouvelle vision du monde de la relativité générale nous a offert et continue de nous offrir. Quel est le plan d'Einstein pour construire la clé des 3 énigmes? Einstein part du principe d'équivalence. Tous les observateurs en mouvement accéléré peuvent être considérés comme étant au repos, à condition d'introduire un champ gravitationnel approprié dont les effets sont les mêmes que le mouvement accéléré qu'il remplace. Donc, puisque le mouvement accéléré et le champ gravitationnel sont équivalents, si nous étudions le mouvement accéléré, tout ce que nous apprenons est également applicable au champ gravitationnel. Attends une seconde. Mais le mouvement accéléré était déjà bien connu avant Einstein. Qu'y avait-il de nouveau à découvrir? Bonne question. Einstein a étudié le mouvement accéléré à travers les nouveaux yeux de la relativité restreinte. En d'autres termes, il a appliqué tout ce qu'il avait appris en 1905, le ralentissement du temps et la contraction des distances. Cette nouvelle vision du mouvement accéléré a été donc la clé pour construire la nouvelle théorie de la gravité, qui à son tour a été la clé de la relativité générale. J'ai du mal à imaginer comment une nouvelle théorie de la gravité pourrait être créée en étudiant les mouvements accélérés. Comment avance Einstein ici? Einstein ici utilise une autre expérience mentale ingénieuse, le disque rigide et rotatif, ce qui équivaut à un carrousel très célèbre dans les années 40 appelé le rotor. Le carrousel était une belle attraction. Il avait un énorme cylindre rotatif. Les gens entraient, et plus le cylindre tournait, plus les gens s'écrasaient contre les parois verticales, comme si une force retenait les gens contre le mur. Tu pouvais même te tenir debout sur le mur vertical, comme si un fort champ de gravité retenait les gens contre le mur vertical, comme si le sol était maintenant le mur vertical. Et pourquoi s'agit-il d'un mouvement accéléré? Tu vois, accélération signifie que la vitesse change. Et en fait, même si le carrousel tourne toujours à la même vitesse, la vitesse des personnes change à chaque instant. Elle ne change pas d'intensité, mais elle change de direction, comme tu le vois ici. Si la vitesse change
d'intensité ou même de direction. Il s'agit alors d'un mouvement accéléré. Et en 1912, Einstein a trouvé comment construire la clé de la relativité générale en imaginant l'expérience mentale suivante, dans laquelle il a combiné le principe d'équivalence avec la relativité restreinte. Grâce à cette expérience mentale, nous allons maintenant comprendre pourquoi le temps ralentit près des masses et aussi pourquoi l'espace est courbé près des masses. Il y a deux observateurs. Un observateur se trouve à l'extérieur du rotor. C'est un physicien à qui nous pouvons poser des questions précises. Dans l'optique de la relativité restreinte, cela correspond à un système inertiel. Il y a aussi un deuxième observateur à l'intérieur du rotor, également physicien. Du point de vue de la relativité restreinte, cela correspond à un système interdit en mouvement accéléré. Le rotor tourne sur lui-même. Nous demandons aux deux observateurs de mesurer les rayons du rotor et sa circonférence. L'observateur externe trace un cercle sur le sol correspondant au rotor et mesure les rayons et la circonférence avec une règle. En divisant les deux valeurs, il trouve 2π. C'est ce qu'on nous apprend à l'école, c'est-à-dire la géométrie d'Euclide connue depuis la Grèce antique. Il lance la règle à l'observateur intérieur. Comme Einstein le disait, si nous voulons trouver de nouvelles formes pour les lois de la physique, nous devons aussi prendre au sérieux ce qui est observé de l'intérieur, même si c'est en mouvement accéléré. Le physicien à l'intérieur utilise la règle et mesure le rayon. Comme la règle est placée à 90 degrés par rapport à la vitesse, il n'y a pas d'effet de contraction de la règle dû au fait qu'elle est en mouvement. Nous avons appris cela dans la vidéo sur la relativité restreinte, tu te souviens? Un bus qui se déplace à très grande vitesse ne se contracte que dans le sens du mouvement, mais pas en hauteur ni en largeur. Donc la règle ne se contracte pas sur sa longueur et le physicien obtient la même valeur pour les rayons que le physicien à l'extérieur du rotor. Et que se passe-t-il lorsqu'il mesure la circonférence? Lorsqu'il mesure la circonférence, la règle est placée juste dans la direction de la vélocité. Alors la règle se contracte. Et comme elle est plus petite, elle s'adapte plus de fois à la circonférence. Le physicien à l'intérieur obtient donc une valeur de la circonférence supérieure à celle obtenue par le physicien à l'extérieur. Et voici le premier résultat stupéfiant. Pour le physicien à l'intérieur du rotor, le rapport entre la circonférence et le rayon est supérieur à 2π. Autrement dit, pour le physicien en mouvement accéléré, la géométrie euclidienne ne s'applique pas. Et ce n'est pas tout. Einstein propose que la géométrie euclidienne ne s'applique qu'aux surfaces planes, alors que le mouvement accéléré, et par conséquent la présence de masse et d'énergie, courbe l'espace. Et sur un espace courbe, une géométrie différente s'applique. Pourrais-tu clarifier ces points sur la géométrie courbe? Bien sûr, je te propose une expérience facile à réaliser à la maison. Tout d'abord, tu dois savoir qu'il existe 3 types de géométrie. La géométrie que l'on nous enseigne à l'école est la géométrie plane d'Euclide, où par exemple la somme des angles d'un triangle est toujours de 190 degrés, dans n'importe quel triangle, grand ou petit, où la circonférence divisée par les rayons de n'importe quel cercle donnera toujours 2π, etc., etc. Mais si nous dessinons un triangle ou un cercle sur une sphère, par exemple, nous trouverons des règles différentes. Et même si nous dessinons sur une surface appelée celle des songes, comme dans la 3e colonne, celle qui a la forme des Pringles pour être précis, nous trouverons un 3e type de géométrie, un 3e type de règles. Je vais maintenant te montrer ce qui se passe si nous dessinons sur une sphère, puis on reviendra ici pour comprendre ce qui se passe lorsque les masses et l'énergie courbent l'espace dans lequel nous vivons. Prends un ballon et dessine des cercles sur sa surface. Nous dessinons maintenant un cercle encore plus grand, avec ce point comme centre du nouveau cercle. Plus le cercle est grand, plus l'effet sera important. Et maintenant, je dessine le rayon de mon cercle. C'est une ligne qui va d'un point de la circonférence au centre. En le dessinant, je trace une ligne courbe, en raison de la courbure du ballon. Regarde maintenant, le rayon que j'ai dessiné sur la surface courbe est plus long que le rayon que j'aurais dessiné dans le cas d'une surface plane. Donc, si le rayon est plus grand, le rapport circonférence divisé par rayon est plus petit que 2π. Essayons maintenant de dessiner un triangle. Je vais te montrer que je peux dessiner un triangle dans lequel la somme des angles intérieurs est supérieure à 190 degrés. Commençons par ce point. Je dessine un côté, puis le deuxième côté à 90 degrés par rapport au premier côté.
Et puis un troisième côté, également à 90 degrés par rapport au deuxième côté. Et le triangle se ferme. Mais comme tu peux le voir, ce triangle a 3 angles de 90 degrés pour un total de 270 degrés. Enfin, essayons de dessiner un carré et nous verrons que c'est impossible. Je dessine le premier côté. Maintenant, je dessine un deuxième côté avec la même longueur et à 90 degrés par rapport au premier côté. Bien que je ne sois pas très précis, ce test rapide nous montre que le carré ne se ferme pas. La géométrie euclidienne ne s'applique pas à une surface courbe. Dans ce cas, la géométrie à la surface du ballon est une géométrie elliptique. Voici quelques résultats pour la géométrie elliptique et hyperbolique. Donc, le mouvement accéléré courbe l'espace comme dans le troisième cas, c'est ça? Exactement, le mouvement accéléré plie donc l'espace qui devient courbe avec une géométrie hyperbolique. Et grâce au principe d'équivalence, tout ce que nous découvrons sur le mouvement accéléré peut être transféré à la gravité. Mais attention, comme nous allons le découvrir dans un instant, on ne peut pas dire que la gravité courbe l'espace. C'est une affirmation inexacte. Nous dirons plutôt que la présence de masse et d'énergie courbe l'espace. Ce n'est pas un effet visible à l'œil nu. Je ne vois pas les objets se plier, mais la géométrie euclidienne ne s'applique plus si je fais une mesure. Par exemple, imagine que tu es dans cette pièce. La présence de la masse de la planète Terre et de tous les objets présents courbe l'espace. Tu vois tous ces triangles, si tu pouvais mesurer leurs angles avec une grande précision, tu constaterais que la somme des angles est inférieure à 190 degrés. Et même si tu te déplaces dans la pièce, la somme des angles s'éloigne de 190 degrés pour les triangles proches de toi, car ta masse courbe un peu plus l'espace. Voici donc les 3 propriétés de la gravité qu'Einstein a découvertes pendant son enquête. La première est que les masses et l'énergie courbent l'espace. Et tout cela est confirmé par des expériences? C'est en 1919 qu'une expérience de Sir Eddington a confirmé que les masses plient l'espace, courbent l'espace, qui a rendu Einstein célèbre dans le monde entier. Les masses et l'énergie courbent aussi le temps, n'est-ce pas? Exactement. Passons au temps. Nous savons que le temps ralentit si nous bougeons. Nous le savons grâce à la relativité restreinte. Tu vois donc, si l'observateur du disque rigide en rotation se trouve au centre du disque, il est stationnaire par rapport à l'observateur extérieur, et il n'y a donc aucun effet dû au mouvement du rotor sur le temps et l'espace, précisément parce que la vitesse du physicien à l'intérieur est nulle par rapport au physicien à l'extérieur. Mais voici la deuxième partie de l'expérience mentale d'Einstein, dans laquelle il montre que les masses courbent aussi le temps, c'est-à-dire qu'elles le ralentissent par rapport à un observateur donné. En fait, si l'observateur à l'intérieur du rotor se déplace le long du rayon, marche le long du rayon, plus il s'éloigne du centre du rotor, plus son accélération et sa vitesse augmentent. En fait, en une révolution du rotor, le physicien se déplace sur une circonférence de plus en plus grande. Par conséquent, au fur et à mesure qu'il progresse le long du rayon, son temps s'écoule de plus en plus lentement par rapport à celui de l'observateur externe, précisément parce que sa vitesse augmente. Ainsi, à la moitié du rayon, le temps passe plus lentement qu'au centre du rotor. Et au bord du rotor, le temps passe encore plus lentement qu'au centre du rotor, car l'accélération y est plus forte. Nous pouvons donc conclure que là où l'accélération est plus forte, le temps ralentit davantage. Grâce au principe d'équivalence, nous pouvons maintenant transférer ce que nous avons appris au cas de la gravité. Non seulement les masses et l'énergie courbent l'espace, mais elles ralentissent aussi le temps, toujours par rapport à un observateur qui se trouve dans un champ gravitationnel plus faible. En général, on dit qu'elles courbent l'espace-temps. Et voici les étapes intuitives que nous avons suivies ensemble, une vidéo à la fois, pour arriver à la conclusion que le temps ralentit près des masses. C'est important de ne pas oublier que le temps ralentit toujours par rapport à un observateur donné, par rapport auquel on bouge, ou qui se trouve dans un champ gravitationnel plus faible. Tout d'abord, la relativité restreinte nous apprend que le temps ralentit si nous bougeons, c'est-à-dire que le temps ralentit par rapport à un observateur par rapport auquel nous nous déplaçons. Et dans la vidéo sur la relativité restreinte, nous avons vu 2 façons intuitives de comprendre pourquoi. Aujourd'hui, nous avons utilisé le fait que le temps ralentit si nous bougeons pour déduire que dans un mouvement accéléré, le temps ralentit. Et grâce au principe d'équivalence que nous avons compris en détail
dans le premier épisode de cette série, nous avons pu transférer le concept au cas de la gravité et conclure que les masses et l'énergie courbent le temps, c'est-à-dire qu'elles ralentissent le temps. Et quelle est la troisième propriété de la gravité que tu as mentionnée? Revenons aux 3 points. Le troisième point est d'une importance fondamentale pour comprendre la relativité générale. Et c'est peut-être celle dont on parle le moins. Einstein résout le mystère et élucide l'origine de la gravité. Le champ gravitationnel est la courbure de l'espace-temps, et la courbure de l'espace-temps est le champ gravitationnel. Voyons pourquoi. Celles-ci sont les équations du champ d'Einstein, écrites en grosses lettres sur le mur de l'université de Leiden. Ce sont les équations de la relativité générale. Cela ressemble à une seule équation, mais en réalité, il y a 10 équations selon la valeur que prennent les indices mu et nu. Le côté gauche de l'équation représente la courbure de l'espace-temps. En particulier, la lettre G minuscule représente la géométrie de l'espace courbe, ce qu'on appelle la métrique, alors que le côté droit représente les sources de la courbure, c'est-à-dire ce qui courbe l'espace-temps. La lettre T est le tenseur énergie-impulsion, et c'est là que l'énergie et la masse entrent en jeu. Selon les mots de Wheeler, les masses tiennent l'espace dans leur emprise en lui disant comment se courber. L'espace tient les masses dans son emprise en leur disant comment se déplacer. En bref, il existe un dialogue continu entre la masse et l'énergie d'une part et la courbure de l'espace-temps d'autre part. Exactement. De plus, dans l'équation du champ gravitationnel d'Einstein, la variable est précisément le tenseur métrique G, qui décrit la géométrie de l'espace-temps. Cela signifie que le champ gravitationnel est la courbure de l'espace-temps et vice-versa, que la courbure de l'espace-temps est le champ gravitationnel. C'est pour ça que tu as dit plus tôt que tu ne peux pas dire que la gravité courbe l'espace-temps, n'est-ce pas? C'est vrai, le champ gravitationnel est lui-même la courbure de l'espace-temps. La première chose que l'on voudrait faire est de tester cette théorie de son propre chef. Est-ce possible dans ces cas? En dehors des effets qui peuvent être mesurés avec des instruments, on pourrait dire, lorsque tu te sens attiré vers le centre de la Terre, lorsque la Terre, par exemple, attire ton bras qui tombe vers le centre de la Terre, tu perçois la courbure de l'espace-temps. Ton bras tombe vers des zones plus courbes de l'espace-temps, où le temps passe plus lentement. Ce n'est pas un effet que nous pouvons voir avec nos yeux, mais nous pouvons le ressentir avec notre corps, avec notre esprit, en même temps. Notre corps peut sentir la courbure de l'espace-temps au-dessus de nous. Et l'esprit sait comment l'interpréter comme tel grâce à la relativité générale. N'est-ce pas fascinant que de petits êtres sur une planète insignifiante, à la périphérie d'une galaxie parmi tant d'autres, soient capables de comprendre les mécanismes de l'univers entier? Nous avons donc construit la clé des 3 énigmes, et nous avons déjà débloqué la première énigme, celle de l'origine de la gravité. Le champ gravitationnel est la courbure de l'espace-temps. Déverrouillons les 2 autres et découvrons la solution. La nouvelle théorie de la relativité générale élimine le conflit. Pour comprendre cela, utilisons une analogie avec la surface de l'eau d'un lac. Imagine une surface lisse, calme et plate, et que soudain, la surface est perturbée à un moment donné. C'est analogue à l'apparition soudaine d'une étoile dans l'espace vide. Cet événement crée une vague à la surface de l'eau. Elle commence au point de perturbation et se propage dans toutes les directions. De la même manière, l'apparition d'une étoile courbe l'espace, créant une onde qui se propage à la vitesse de la lumière. La vague sur l'eau, lorsqu'elle passe, modifie la hauteur de l'eau. La vague dans l'espace-temps, lorsqu'elle passe, modifie la courbure de l'espace-temps. Enfin, la vague sur l'eau s'amortit progressivement, car la perturbation initiale s'est atténuée. De même, l'onde de la courbure de l'espace-temps s'amortit, mais une courbure permanente subsiste, car l'étoile continue d'être présente, de perturber l'espace-temps. Ainsi, une planète située à 150 millions de kilomètres, comme la distance Terre-Soleil, ne ressentirait pas du tout la présence de l'étoile pendant 8 minutes complètes, juste assez de temps pour que l'onde traverse ce 150 millions de kilomètres à la vitesse de la lumière. La relativité générale résout donc le conflit entre la relativité restreinte et Newton, car la gravité n'agit plus à une vitesse infinie. Ce n'est plus une action instantanée. Cela concerne le sujet fascinant des ondes gravitationnelles, comme celles générées par la fusion de 2 trous noirs que tu vois dans cette simulation.
J'en parle en détail dans cette autre vidéo où nous discutons de ce que ces ondes sont, de ce qu'elles nous disent sur l'univers et de ce qui se passe quand elles nous traversent. Et voilà que nous arrivons enfin à la troisième énigme, celle qui a déclenché toutes les recherches d'Albert Einstein pour arriver à la relativité générale. La nouvelle théorie de la relativité générale élimine les absurdités logiques présentes dans la relativité restreinte et donne à la gravité une place d'honneur dans le schéma logique du monde. La gravité est nécessaire pour retrouver la symétrie des lois de la nature. En fait, le plan d'Einstein était de généraliser la relativité restreinte afin de se débarrasser du concept de système inertiel et d'obtenir ainsi une théorie symétrique. Parce que tous les observateurs sont maintenant équivalents les uns aux autres. Les lois de la nature sont les mêmes pour les observateurs au repos ou en mouvement, même en mouvement accéléré. Einstein a donc terminé son plan et résolu les trois énigmes. Cela lui a pris 10 ans. La relativité générale était également un casse-tête pour Einstein qui a écrit dans une lettre au physicien Sommerfeld en 1912. Je travaille exclusivement sur le problème de la gravité. Une chose est sûre, jamais de ma vie je n'ai été aussi bouleversé que maintenant. Comparé à ce problème, la relativité restreinte n'est rien d'autre qu'un jeu d'enfant. Dans le prochain et dernier épisode, nous pourrons enfin profiter des résultats de cette merveilleuse théorie, avec des exemples concrets du ralentissement du temps ou de la façon dont l'espace se courbe. Nous parlerons aussi de trous noirs et de diverses expériences fascinantes. Et comme je l'ai fait pour la vidéo sur la relativité restreinte, je te donnerai un fichier Excel avec des calculs concrets sur le ralentissement du temps près des masses pour que tu puisses aussi t'amuser à calculer ces effets. Simone, merci beaucoup pour ce merveilleux exposé sur la relativité générale. J'ai hâte d'explorer les résultats dans le prochain épisode. Merci encore à vous pour l'invitation. Abonne-toi à ma chaîne maintenant, juste ici, et nous explorerons ensemble toutes les propriétés fascinantes du temps. Nous comprendrons ce qu'est le temps, et d'une certaine manière, étant des êtres dans le temps, nous nous comprendrons mieux aussi nous-mêmes. Ciao!